Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour ce deuxième week-end du mois, le temps sera agréable, toujours beau, pas trop chaud. Des détails à la fin de ce journal. Une bonne nouvelle pour tous ceux, et ils sont très nombreux, qui devaient finir de payer leurs impôts le 15 août. En effet, comme c'est un jour férié et qu'il y a ensuite un pont, le délai est prolongé. Vous avez jusqu'au mardi 19 minuit pour finir de régler vos impôts sur le revenu, sur les sociétés, la taxe professionnelle et les autres impôts locaux. Mais attention, au-delà de mardi minuit, les bontés de l'administration s'arrêtent et vous auriez à payer 10% d'amende. Poursuivant sa route et ses ravages, le cyclone Allen a largement dépassé les Caraïbes, où il a fait au moins 87 morts, et d'ici 2 à 3 heures, aux environs de minuit heure de Paris, il devrait toucher les côtes sud du Texas. Les vents ont très légèrement faibli, mais ils poussent encore des pointes à 260 km à l'heure. Les gens se calfeutrent, font des provisions, attendent, et surtout, ils ont peur. Êtes-vous prêt pour Allen, dit cette pancarte dans un supermarché rasié par les ménagères. Le Texas fait des provisions en prévision de l'ouragan. Le courant sera coupé, on achète des bougies, les robinets se tariront, on s'arrache l'eau minérale. Pour lutter contre les vents, on cloue des pare-cyclones, planches de bois qui devraient résister aux rafales ou ne résisteront pas. Ceux qui le peuvent gagnent l'intérieur des terres pour éviter la marée d'ouragan. Allen, le voilà, vu de satellite, énorme, virulent, moins pourtant qu'hier. Au contact des terres et d'eau plus froide, le cyclone a baissé d'intensité, mais il a de beaux restes. Les heures d'Allen sont comptées, celles de ses victimes aussi. Les premières spirales de nuages ont atteint la côte, un en-cas avant le paroxysme. Le plus dur, ce sera cette nuit, dans le noir. Demain, Allen sera mort et combien avec lui? Demain, on relèvera les maisons, les pylônes électriques. On nettoiera les rues bombardées par les vents et les vagues. Demain, c'en sera fini de la sécheresse qui sévit sur le sud des États-Unis depuis plusieurs semaines. Demain, on attendra le prochain ouragan, car depuis 110 ans, les USA subissent au moins un cyclone chaque année. Seule exception, 1890. On a l'habitude ici des tempêtes, mais on n'oubliera pas Allen, qui vous salue bien. Belfast a connu la nuit dernière sa plus grave explosion de violence depuis des années. 6 morts et 4 blessés grièvement atteints. En fait, et depuis longtemps, des événements sanglants se produisent dans la capitale de l'Irlande du Nord, principalement au mois d'août, parce qu'août marque l'anniversaire d'un décret promulgué il y a 9 ans par les autorités britanniques, un texte qui autorise l'incarcération sans procès dans les affaires de terrorisme. Un commentaire d'Édouard Laure. Une nuit d'incendie, d'émeutes et le réveil ce matin d'une capitale qui, une fois de plus, compte ses morts et ses blessés. Belfast, en guerre depuis maintenant 11 ans, avec chaque année ce mois tragique du mois d'août, devenu presque habituel. Et cette nuit encore, les militaires britanniques auront relevé 6 victimes, dont une jeune fille de 14 ans. Avec la crainte de voir se déclencher demain des événements encore plus tragiques. Les catholiques ayant annoncé pour ce dimanche une manifestation générale dans Belfast qui sera suivie par un rassemblement des loyalistes, c'est-à-dire des protestants. 11 années d'un conflit aujourd'hui presque oublié du monde entier, mais où il faut pratiquement à chaque week-end revoir un bilan qui dépasse déjà les 2000 morts. Iran, le Parlement a proposé M. Ali Rajai pour le poste de Premier ministre. Le président de la République, Bani Sadr, après d'assez longues hésitations, a entériné ce choix, mais la désignation officielle reste à faire. M. Rajai a 47 ans, il fut ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement de M. Bazargan, l'homme qui avait succédé, vous vous le rappelez, à Chapour Bakhtiar. M. Rajai est connu pour ses opinions intégristes, pour ses prises de position intransigeantes de militants islamiques et pour son anticommunisme. L'AFP câble de Moscou que les relations entre l'Iran et l'URSS sont proches du point de rupture. Téhéran menace de rappeler son ambassadeur et le Kremlin se plaint de ce qu'il appelle les attaques haineuses de l'Iran, où certains promettent aux soviétiques le sort des Américains. Une dépêche de dernière heure, l'imam Khomeini a qualifié l'URSS de grande puissance satanique. À Paris, M. Chapour Bakhtiar a créé un mouvement de résistance nationale iranienne, où il espère être rejoint par tous ceux, dit-il, qui désirent sauver leur pays de l'emprise du régime actuel. Arrivé à Paris de M. Bassam al-Shakar, maire de Naplouse en Cisjordanie, et qui avait dû être amputé des 2 jambes à la suite d'un attentat commis le 2 juin. M. al-Shakar a été invité par les autorités françaises afin de suivre un traitement médical qu'il continuera ensuite en Grande-Bretagne. Il a exprimé sa profonde reconnaissance pour l'invitation dont il est l'objet, et par ailleurs, M. Yasser Arafat a remis à l'ambassadeur de France à Beyrouth un message de vifs remerciements aux autorités françaises pour l'hospitalité accordée au maire de Naplouse en ces circonstances. Jean-Pierre Biondi était à Orly à l'arrivée un peu agitée de M. al-Shakar.
Monsieur Al-Shaka a été accueilli à Paris par le délégué de l'OLP dans notre pays, Monsieur Ibrahim Sous, et de nombreux membres du corps diplomatique arabe. Le maire de Naplouse est une personnalité influente qui avait été incarcérée au début de l'année par les militaires israéliens des territoires occupés. Il avait alors entrepris une grève de la faim avant d'être libéré sur ordre de la Cour suprême d'Israël. À son arrivée à Orly, M. Chaka a indiqué quel rôle, d'après lui, pouvait jouer l'Europe dans le conflit du Moyen-Orient, alors que le chef du gouvernement luxembourgeois, M. Gaston Thorn, est en train d'achever une tournée remarquée des capitales arabes de la région. ما في شك أنه أوروبا تمثل مركز ثقل في السياسة الدولية وموقفها له أهمية خاصة في هذه المرحلة بالذات. Sans aucun doute, l'Europe représente un poids politique majeur sur la scène internationale et la position de l'Europe en ce moment précis est extrêmement importante. لأن أعتقد في هذه المرحلة هي مرحلة تحول أساسي ليس لمصلحة القضية الفلسطينية وإنما بالنسبة إلى مصلحة العلاقات الدولية بشكل عام. Car je pense que cette période que nous traversons n'est pas simplement utile et bénéfique pour la cause palestinienne, mais pour le rétablissement de la paix dans le monde. ومن هنا بيجي أهمية الدور الأوروبي بطبيعة الحال. Et de là vient le rôle important de l'Europe dans les relations internationales. Le conflit de la pêche ne s'arrange pas à Boulogne-sur-Mer. Certes, les marins ont décidé, pour l'espace du week-end d'ailleurs, de lever leurs barrages aux sorties du port et de les remplacer par des actions de commando afin d'empêcher les importations. Mais par ailleurs, les syndicats CGT et CFDT des marins-pêcheurs ont dénoncé aujourd'hui ce qu'ils appellent le diktat des armateurs. Pour les syndicalistes, la convention collective est violée. Les chalutiers, en tout cas, sont à quai, les marins-pêcheurs, les dockers poissonniers, les salariés de la marée conserve salaison risquent ainsi de se trouver dès le début de la semaine sans travail et Fécamp, à son tour, est touché par la grève. Le point à Boulogne par FR3 Lille. Au cours d'une conférence de presse tenue ce matin à Boulogne, les syndicats CGT et CFDT des marins-pêcheurs ont à nouveau insisté sur le fait qu'ils n'étaient pas en grève, mais qu'ils se considéraient comme lockoutés par les armateurs qui ne veulent plus renvoyer les bateaux en mer avec les équipages prévus par l'actuelle convention collective. Ils ont annoncé qu'ils porteraient plainte lundi à ce sujet. Ils ont annoncé par ailleurs qu'ils vont demander audience au ministre de tutelle de la pêche, M. Le Teul, et ils ont appelé toute la population boulonnaise, commerçants compris, à participer à la manifestation interprofessionnelle prévue mercredi soir. Sur le port même, la situation est restée stationnaire malgré la levée partielle des barrages établis hier. Seuls quelques marailleurs ont acheté un peu de poisson frais aux artisans étapois. M. Hablin, député UDF de la Vienne, demande au ministre de la Défense d'assouplir la réglementation en vigueur pour les jeunes créateurs d'entreprises qui sont appelés à effectuer leur service national. Le pape, qui poursuit ses vacances à Castel Gandolfo, s'est adressé aujourd'hui à une centaine d'anciens drogués en leur disant en substance « c'est une erreur de considérer certaines drogues comme douces ». Le pape est opposé à un projet de loi italien visant à libéraliser l'utilisation de ces drogues. Selon le souverain pontife, l'expérience douloureuse de plusieurs pays confirme qu'une législation permissive dans ce domaine ne sert ni à prévenir ni à guérir. À Hollywood, une grève qui n'en finit pas, celle des acteurs de complément et des figurants, ce qui retarde la production de nombreux feuilletons de télévision, sans parler des films. Un reportage du représentant permanent d'Antenne 2 en Californie, Claude Guégnier. Pratiquement plus d'un mètre de pellicule ne sort des studios de Los Angeles, qui habituellement produisent plus d'un film par jour, sans compter les feuilletons dont on tourne un épisode par semaine. Depuis le 21 juillet, on a éteint les projecteurs, les 70 000 acteurs et musiciens du cinéma et de la télévision sont en grève. 70 000. En se regardant défiler avec les autres, un comédien attendri m'a dit, tout de même, c'est là qu'on se rend compte qu'on est à Hollywood. Mais l'attendrissement ne dure pas. 30 000 d'entre eux n'ont effectivement pas souvent l'occasion de se rendre compte qu'ils vivent dans la capitale du cinéma. Ils sont sans emploi et jouent ce jour leur premier rôle de l'année, celui naturel de chômeur. Si on tourne toujours beaucoup à Los Angeles, les figurants ont diminué en même temps que les budgets. Certains gagnent moins de 4 000 francs dans le mois. 9 millions de dollars pour 2 boxeurs qui sont passés à la télévision. 9 millions en une nuit. Et nous nous mourrons de faim. Pas un penny. À l'origine de la bataille, bien sûr, l'argent. Mais on se bat aujourd'hui sur un terrain inconnu, celui ouvert par le progrès de la communication et des médias. Depuis toujours, les acteurs reçoivent des royalties ou des cachets chaque fois qu'un film auquel ils ont participé est diffusé ou rediffusé sur une chaîne de télévision privée. Mais de nouvelles formes de diffusion sont apparues et conquièrent le marché. La vidéocassette,
Le vidéodisque et les télévisions par câble qui, contre un abonnement, proposent sur le petit écran des films non entrecoupés de publicité. Aucun contrat, aucune loi ne régit ces nouveaux marchés et les comédiens ne reçoivent pas de compensation. C'est pour obtenir une part du pactole qui leur échappe et avant qu'il ne soit trop tard, quand le marché sera plus développé, que les acteurs se sont mis en grève. Le problème toutefois est qu'on ne verra aucune star à cette manifestation. Pas de Robert Redford ou de Jane Fonda, ni d'Al Pacino ou de Charlton Heston. Cela gagne plusieurs millions par film, n'ont pas besoin pour vivre des retombées secondaires du marché de la vidéocassette. Et cette manifestation, en fait, malgré son côté bon enfant, les sourires et les retrouvailles de figurants qui ne s'étaient pas vus sur un plateau depuis 2 ans, cette manifestation était bien triste. Les petits pourtant gagneront. Leur grève paralyse le monde du cinéma qui perd une fortune chaque jour. Les studios sont fermés, les tournages sont repoussés et les grandes chaînes de télévision, les networks, CBS, ABC, NBC, si la grève se poursuit, devront à la rentrée rediffuser d'anciens feuilletons. Les plus grandes stars ont besoin d'être entourées, il faut toujours un clown. Et les clowns se sont fâchés. Une histoire presque morale maintenant. Presque. À Mont-Saint-Martin, près de Longwy, l'école communale avait été visitée par de jeunes vandales. Ils avaient cassé le mobilier, vidé les armoires, barbouillé les murs de peinture et tué des tourterelles. De très jeunes vandales, ils sont âgés de 5 à 7 ans. La mairie a pris un accord avec les parents. Ils aideront leurs enfants à réparer les dégâts et la commune ne poursuivra pas l'affaire si les parents de chacun des 3 enfants travaillent 60 heures pour la municipalité. Ils devront par exemple placer des bancs et des boîtes à ordures dans les rues de la petite cité. C'est une manière comme une autre de régler de semblables incidents. Voile, à 18h, on a donné le départ de la course en solitaire du Figaro, épreuve créée il y a une dizaine d'années par l'Aurore. Première étape, Perros-Guirec, côte sud de l'Irlande, ensuite retour en France, puis ce sera l'Espagne. 51 concurrents, dont 3 jeunes femmes et un starter véritablement du métier. Tabarly lui-même considère cette course comme étant une des plus dures au monde, mais aussi une des plus belles. Un parcours long de 1190 milles nautiques en 4 étapes. Les concurrents sont unanimes, le plus dur sera le manque de sommeil, la hantise de s'endormir et de ne pouvoir se réveiller si le vent change et ainsi de perdre de précieuses heures. Ils étaient 12 en 1970 à prendre le départ. Pour la course de 1980, les organisateurs ont dû créer une épreuve de sélection afin de limiter le nombre de participants. Avec des noms tels que Gainé, Eliès, Malinowski, Rigidali Birch, il est normal que cette course puisse intéresser les futurs loups de mer. Demain se dispute à Hockenheim le Grand Prix d'Allemagne de Formule 1, celui-là même que Patrick Depailler préparait la semaine dernière lors de son accident où il a trouvé la mort. Ce sont les Français Jabouille et Arnoux, après la première séance officielle des essais, qui avaient réalisé les meilleurs temps. Après la dernière séance, c'est l'Australien Alan Jones qui a réalisé le temps le meilleur et qui partira donc en tête devant les 2 Français. L'Australien Alan Jones risque demain de faire ce que l'on appelle le hat-trick, le coup de chapeau. Pour cela, il faut remporter 3 victoires de suite. Déjà vainqueur au Castellet, du Grand Prix de France et à Brands Hatch en Angleterre, il partira en tant que favori demain à Hockenheim. Après les meilleurs temps des 2 Renault Turbo réalisés lors de la première séance d'essai, il a coiffé de 5 centièmes de seconde Jean-Pierre Jabouille et partira donc en première position sur la grille de départ. Ce Grand Prix sera disputé sur une distance de plus de 300 km et le grand duel entre les Williams, les Renault, les Ligier et la Brabham du Brésilien Nelson Piquet devrait enthousiasmer les 120 000 spectateurs qui y sont attendus. René Arnoux, 3e au classement du championnat du monde, a retrouvé le sourire. Il n'est qu'à 14 points du leader et avec les nouveaux pneus Michelin et sa Renault Turbo qui sera avantagé sur les longues lignes droites du circuit, il espère bien ajouter une 3e victoire à son palmarès de la saison. Les vacances, c'est souvent l'art de ne rien faire, mais il y en a qui profitent de leurs vacances pour travailler. Louis Doucet a rencontré dans le Dauphiné des gens qui dédaignaient la bronzette et qui préféraient flirter avec la science. En fait, la science a ses amateurs que les vrais scientifiques ne renient pas. Ce reportage nous plonge au fond de l'eau, mais il nous fait remonter jusqu'à la préhistoire. Ce gros baigneur rouge qui se promène au fond du lac de Paladru, à Charavine, dans le Dauphiné, cherche les traces d'un village préhistorique englouti il y a quelque chose comme 5000 ans. Venus d'un peu partout, ils sont plusieurs amateurs à passer leurs vacances ainsi, et depuis 4 étés que cela dure, ils continuent, sous contrôle scientifique bien entendu, à remonter pas mal de choses significatives d'une époque où les gens, quoi que l'on en pense, n'étaient pas des sauvages vêtus de peau de bête. C'est assez ravi aussi. Oh non, chien. Oh,
tu l'as bien relevé. Pointé en place. Ah, puis avec la céramique à côté. Impeccable. Pointé en place. Ouais, c'est dessiné. Mais vous trouvez souvent des objets de cette qualité dans vos fouilles? De cette qualité, dont celle-là est exceptionnelle. Mais on a trouvé de nombreuses cuillères légèrement plus petites, quelquefois un peu fracturées. C'est un objet, mettons, assez courant à cette époque au néolithique. Vous savez, pour un profane, on peut avoir l'impression que ça pourrit dans l'eau. Justement, l'eau conserve à l'abri de l'oxygène, à l'abri de la lumière, conserve les objets de bois facilement une dizaine de millénaires. Nous, on tamise ce que les plongeurs ont sorti de l'eau. Oui, et vous trouvez parfois des choses là-dedans? Ah oui, on trouve de la céramique, des silex, du bois, enfin des os. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes là, vous y passez vos vacances? Lycéenne. Oui. Où ça? Angers. Angers. Oui, vous n'êtes pas payé, hein? C'est une façon pour vous de passer des vacances. Oui. Ça vous amuse? Bénévole. Ouais, ça me plaît. Oui. Sinon, je serais pas venue. Oui. Mais tout compte fait, vous trouvez beaucoup de matériel dans ces fouilles? Oui, on trouve beaucoup de matériel, mais on trouve par exemple pas les vases remontés comme ça. Ils ont été remontés par la suite. On les retrouve à l'état de tesson. Gros morceaux, il y en a de beaucoup plus petits. Oui. Et des choses étonnantes comme... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est un manche de hache. Alors, je vais vous remonter la hache. Avec un éclat qui a sauté, là. Voilà, un éclat de bois qui a sauté. Oui. Et voilà la hache dont se servaient nos ancêtres il y a 5000 ans. Et puis, vous me dites, ceci est un arc. Ah oui, ça c'est une pièce exceptionnelle qui a été découverte cette année. Vous la voyez bien sûr dans un tube en plastique parce qu'elle ne peut pas prendre l'air. Il faut qu'elle soit absolument conservée dans l'humidité. Vous prenez toutes les précautions pour les conserver, bien sûr. Et puis on trouve des objets comme ceci qui ressemblent à un peigne. C'en est peut-être un d'ailleurs. Et c'est un peigne, mais c'est pas un peigne pour se peigner, c'est un peigne pour faire du tissage. Et puis vous avez surtout ces objets. Ce sont des poignards en silex qui ont conservé leur manche en bois. On retrouve aussi des poignards en silex qui malheureusement ont perdu leur manche. Et ceci, qu'est-ce que c'est là? Ça c'est un fond de panier. Il est rigoureusement semblable au panier que l'on peut faire actuellement. Mais qui étaient ces gens que vous poursuivez jusqu'au fond des eaux? C'était des agriculteurs d'il y a 5000 ans qui ont peuplé le Dauphiné et dont on suit, par les restes végétaux, par les petits outils de bois, dont on suit la vie quotidienne. Et c'est ça qui est important. C'était des gens qui avaient des civilisations artisanales très évoluées, qui savaient se servir des outils de silex, qui savaient tailler le bois, qui savaient faire très bien la céramique, qui mangeaient bien des végétaux, qui cultivaient le blé, l'orge, le lin pour les vêtements. Mais vous pouvez aller très loin dans la recherche du quotidien avec vos techniques modernes? Ah, les techniques modernes sont quelquefois ahurissantes. Prenez par exemple un outil comme cet outil de silex. Un de ces outils semblables ont été analysés et il porte des petites dents. Au microscope électronique à balayage, on s'aperçoit que le silex a littéralement fondu à l'endroit où il travaillait, par une élévation ponctuelle de température. Et les cellules, les fragments de particules arrachés au moment du travail de l'outil sont fixés à l'intérieur incrustés, littéralement incrustés. Et alors, 5000 ans après, on retrouve des cellules végétales, des cellules animales qui permettent de dire, par exemple, des outils de ce type ont coupé de la viande au-dessus de l'os. Vous ne pouvez tout de même pas reconstituer le menu du jour. Hein. Non, mais enfin, déjà de savoir qu'il a coupé de la viande, c'est important. Question subsidiaire, quelles seront les conclusions des archéologues qui fouilleront la même plage dans 5000 ans? Nous sommes désolés. Tout à l'heure, nous vous avons passé cette photographie de M. Pierre Abelin, décédé, M. Pierre Abelin, ancien ministre, alors que je parlais de son fils, M. Jean-Pierre Abelin, député UDF de la Vienne, qui, je vous le rappelle, a demandé au ministre de la Défense d'assouplir la réglementation en vigueur pour les jeunes créateurs d'entreprises qui sont appelés à effectuer leur service national. Cette confusion est regrettable et je demande à la famille de bien vouloir ne pas nous en tenir rigueur. Course. À partir de demain, il y aura chaque dimanche du mois d'août 2 réunions avec PMU, des courses au trot en région parisienne, soit à Enghien, soit à Vincennes, et une réunion au galop à Deauville. Le tiercé du dimanche aura toujours lieu à Deauville. Cependant, demain, il s'agira d'un handicap sur 2000 mètres, prix de la municipalité, 18 partants, et voici les préférés
de Pierrette Bresse. Oui, il n'est pas facile ce tiercé demain. 2000 mètres piste ronde, c'est le profil du parcours que les 18 concurrents du tiercé devront tracer demain dans le prix de la municipalité de Deauville. Cela promet du spectacle car les chevaux qui auront tiré les mauvais numéros à la corde voudront s'en rapprocher pour avoir une chance de disputer l'arrivée. Tout cela en galopant à toute allure. Les chevaux possédant une bonne pointe de vitesse seront avantagés. Nous avons essayé de découvrir tout d'abord Daniri qui porte 53 kg dans cette course handicap. Le champ de course de Deauville est un peu particulier. Est-ce qu'il convient à Daniri, votre cheval? Écoutez, j'espère qu'il va lui convenir. Le danger sur ce champ de course à Deauville, c'est le nombre de partants qui est là de 18. Et moi, j'ai tiré le numéro 17 à la corde. Et il va y avoir beaucoup d'impondérables. Je suis un peu inquiet à cause de ce numéro. Mais sinon, en dehors de Sinon, le cheval est au mieux. Il possède au papier une première chance. Et il devrait participer à l'arrivée s'il n'avait pas eu ce numéro qui lui sera tout de même très défavorable. Il portera 53 kilos. Mais... Il portera 53 kilos, il sera monté par Alain Lequeux qui le connaît très bien. Et qui est un jockey en forme actuellement. Qui est un jockey en grande forme. J'espère qu'il saura en tirer le meilleur parti. À 24 ans, vous êtes l'un de nos plus jeunes entraîneurs, mais vous ne craignez pas de prendre des risques puisque vous avez engagé l'aventurier dans le tiercé. Et moi je pense que le lot est un peu difficile pour lui, non? Non, je pense pas. Il a déjà couru dans ces lots-là. Et il est déjà 6e d'un tiercé le jour où Discrétion a gagné. Donc je ne crois pas que ce soit un gros risque. Vous pensez qu'il a une très bonne chance? Il a une petite chance, ouais. D'abord parce qu'il est bien placé au poids et ensuite qu'il est très très bien. Et le champ de course de Deauville lui convient? Ça devrait aller, ouais. Peut-être la ligne droite qui est un petit peu courte. Et puis il a un mauvais numéro à la corde. Et le 14 à l'extérieur, ça n'avantage pas sur 2000 mètres. Vous y croyez vraiment? J'y crois, ouais. En tête de ma sélection, je placerai tout d'abord Chèque d'Homme, bien qu'il porte 60 kg, le poids le plus élevé de la course. C'est un cheval de classe. Give Off a été préparé tout spécialement en vue de cette épreuve. Daniri a lui aussi visé ce tiercé. Spindrifter a déjà gagné cette course l'année dernière. Interdit a la réputation d'être cabochard, mais s'il est décidé, il peut même gagner cette épreuve. Fast Action est arrivé à son meilleur niveau de préparation. Mogami a très mauvais caractère lui aussi, dommage car c'est un cheval de classe. L'aventurier 45 kg, le plus petit poids de la course, terminera ma sélection et ses chevaux porteront les numéros 1, 8, 9, 15, 6, 16, 10 et 18. Le château de Vincennes est fermé au public depuis avant-hier jusqu'à demain soir inclus. C'est que l'on tourne devant son donjon et dans ses fossés un film d'après le célèbre roman de Charles Dickens, The Tale of Two Cities. Le titre provisoire du film est d'ailleurs la traduction du titre du livre, l'histoire de deux villes. L'action se déroule lors de la Révolution française et certaines parties du château de Vincennes peuvent fort bien figurer la Bastille, qui fut, vous le savez, complètement détruite aussitôt après le 14 juillet 1789. Un reportage sur le tournage du film par Monique Atlan. La tour de Londres résistant à tous les assauts, la Bastille détruite pour le meilleur et pour le pire, c'est le château de Vincennes que le metteur en scène britannique Jim Goddard a choisi d'investir pour le tournage d'une super production de 3 heures sur fond de Révolution française. Plusieurs millions de dollars pour une prise de la Bastille en plan séquence perpétrée par près de 450 figurants. Ouais, action derrière! Bon, messieurs, qui descendez, la gauche, est celle-là, hein? Donc vous tenez la gauche pour descendre. Et vous, si vous n'êtes pas prêt à monter, vous avez pris une gauche trop tard. Et vous allez monter ici. Et vous descendez sur la gauche pour ne pas les gêner. Mais la gauche est là. Allez, en place. Tout le monde. Ici, chaque sans-culotte, figurant professionnel, acteur au chômage ou étudiant en mal d'argent de poche, reçoit en moyenne 200 francs par jour pour avoir le privilège, après des heures et des heures d'attente, de jouer les révolutionnaires à répétition, avec, il faut le dire, plus ou moins de conviction. Pour les besoins de la production, dans le calme, là-bas. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Vous avez été très gentil hier, vous étiez plus nombreux. Alors soyez chouette aujourd'hui, venez, venez. Non, mais les gens comprennent que c'est les autres. Mais toi, t'es gentil, tu comprends tout, toi. Vas-y. On ne sait jamais ce que l'on fait. On sait que demain on a un raccord parce que c'est la suite d'une ronde que l'on a fait. On suit après les aristocrates qui vont se faire guillotiner. Mais là, on ne sait jamais. À l'avance, on ne sait jamais. Vous ne connaissez pas le scénario, en fait? Ah non, il n'y a que quand on a les rôles. Et en quoi consiste votre rôle? À faire le guignol, en s'agitant beaucoup, en ayant l'air méchant le plus souvent.
On fait les mouvements de foule, quoi. On prend la Bastille. Ça fait 2 jours qu'on prend la Bastille. On joue à la guéguerre, c'est marrant. C'est amusant, on s'y croirait presque. Seul élément de carton du décor, le matelas est garanti pour cette révolution tout confort destinée en priorité aux téléspectateurs américains de la NBC. Le tournage se termine dimanche soir et le château de Vincennes accueillera à nouveau le public ensuite. La météo, eh bien, demain le temps sera souvent ensoleillé sur la plupart des régions, après dissipation de brumes matinales dans le sud-ouest en particulier. Toutefois, près des côtes de la Manche, de la Bretagne, au Pas-de-Calais, les nuages seront plus abondants, malgré quelques éclaircies, vent faible à modéré et température stationnaire. Vers 23h30, vous avez rendez-vous avec Pierre Alain, qui vous donnera les dernières informations de la journée. Et demain, nous nous retrouverons, si vous le voulez bien, dès Antenne 2 midi. Bonne soirée, merci.